Fin 1935, la direction de Pan American a reconnu que ni le S-42 ni le M-130 ne pouvaient traverser l'Atlantique de manière adéquate. Par conséquent, début 1936, la compagnie aérienne a lancé un appel aux principaux fabricants pour le développement d'un hydravion de passagers avancé. La demande principale était un avion capable de traverser l'Atlantique avec sa charge commerciale maximale. Plusieurs grandes entreprises aérospatiales américaines ont répondu à cette invitation. Sikorsky a proposé un design qui deviendrait le S-44. Consolidated, quant à elle, a présenté son modèle 31, un hydravion quadrimoteur lié au PB-2Y Coronado. Martin a également présenté son modèle 156. Finalement, Juan Trippe, président de Pan American, a choisi la proposition de la société Boeing, connue sous le nom de modèle 314. Un contrat a été finalisé avec Boeing Aircraft en juin 1936 pour la production de 6 de ces appareils. La livraison initiale était prévue pour le 21 décembre 1937 avec une option supplémentaire pour 6 unités de plus. Massif, opulent et fiable, le Boeing B-314 représentait l'aboutissement du développement des hydravions à moteur à piston. Cet appareil a finalement transformé les vols intercontinentaux en une pratique courante. Ce nouvel hydravion était un mastodonte entièrement métallique, quadrimoteur, inégalé en taille à son époque. Pour faciliter une meilleure pénétration dans l'air, sa coque a été conçue pour être plus étroite et plus haute, et son profil inférieur a été optimisé. Son aile, dotée d'une surface métallique lisse, intégrait les enseignements du bombardier expérimental Boeing XB-15. Grâce au fuselage surélevé, la nécessité de monter l'aile sur des entretoises pour protéger les moteurs des éclaboussures d'eau a été éliminée. Ces innovations ont entraîné une diminution substantielle de la traînée aérodynamique par rapport au modèle S-42. Contrairement aux flotteurs montés sur les ailes du M-130, les concepteurs ont opté pour des sponsons latéraux Unix sur la coque. 4 moteurs Cyclone à double rangée, refroidis par air, générant chacun un 200 chevaux, propulsaient le B-314 à une vitesse de croisière de 184 miles par heure. Des hélices Hamilton Standard étaient montées sur l'appareil. Remarquablement, le mécanicien navigant avait la capacité d'accéder à n'importe quel moteur en plein vol via un tunnel dédié à l'intérieur de l'aile, permettant des maintenances mineures. Entre juin 1939 et juin 1941 seulement, les ingénieurs de Pan American ont effectué plus de 400 réparations en vol sur les moteurs du B-314. La capacité de l'appareil variait selon la distance de la route, accueillant 40 passagers avec des couchettes pour les voyages transatlantiques, ou jusqu'à 74 lors d'excursions diurnes où seuls des sièges étaient disponibles dans la configuration de nuit. À bord, les voyageurs profitaient de 7 cabines opulentes. L'appareil comportait une salle à manger pouvant accueillir 14 personnes, et une suite nuptiale distincte était située à l'arrière du fuselage. Une équipe de 10 personnes opérait le B-314. Initialement, un commandant distinct était uniquement responsable de la gestion de l'équipage, sans piloter activement l'avion. En plus du commandant, l'équipage comprenait 2 pilotes, un navigateur, un mécanicien navigant, un opérateur radio et 4 stewards. Au fil du temps, cependant, le rôle d'un commandant dédié a été progressivement supprimé. Le poste a été éliminé et l'un des pilotes a assumé le commandement général de l'appareil. La construction du prototype initial du B-314 s'est achevée le 31 mai 1938 et il a effectué son vol inaugural le 7 juin. Ses premiers vols ont mis en lumière des problèmes importants. L'hydravion présentait une réponse de gouverne inadéquate et une stabilité insuffisante. À l'origine, l'appareil était équipé d'un seul stabilisateur vertical de surface limitée. Une configuration à double queue a été installée à sa place. Néanmoins, cette modification s'est avérée inefficace. L'appareil a continué à montrer une instabilité tant lors des opérations sur l'eau que lors des manœuvres aériennes. Finalement, l'équipe de conception a résolu le problème en mettant en œuvre une triple queue. Pan American a pris livraison de son premier Boeing B-314 commandé, nommé le Honolulu Clipper, le 27 janvier 1939 avec plus d'1 an de retard. Les 5 autres appareils de la série de production initiale, le California Clipper, le Yankee Clipper, l'Atlantic Clipper, le Dixie Clipper et l'American Clipper, ont été livrés avant le 16 juin de cette année-là. Le Honolulu Clipper et le California Clipper, les 2 premiers hydravions, ont commencé leur service sur les routes du Pacifique en février 1939. Le B-314 nécessitait 6 jours pour voyager de San Francisco à Hong Kong, le temps de vol effectif s'élevant à 60 heures. Équipé de ces hydravions avancés, Pan American a repris ses services sur la route du Pacifique Sud, reliant la Californie à la Nouvelle-Zélande en août 1939. Les opérations pour ces vols avaient cessé début 1938 suite à la disparition du S-42B Samoan Clipper.
Les 4 avions B-314 restants furent alors alloués pour inaugurer un service transatlantique régulier reliant les continents. Le premier avion transatlantique arriva en février 1939. La même année, le 3 mars, la première dame Eleanor Roosevelt nomma officiellement l'avion le Yankee Clipper et le 26 mars, il avait effectué un vol d'essai au-dessus de l'Atlantique. Son itinéraire comprenait des escales à Port Washington, aux Bermudes, aux Açores, à Lisbonne et à Marseille. Le 20 mai, le Yankee Clipper quitta Port Washington à destination de l'Europe, transportant plus de 1800 livres de courrier. Cette quantité représentait plus de 112 000 lettres, principalement expédiées dans le seul but d'obtenir le cachet de la poste du vol inaugural. En commémoration de ce voyage inaugural, ces enveloppes acquièrent rapidement le statut d'objet de collection précieux. L'hydravion atterrit à Lisbonne le jour suivant. Le voyage à travers l'Atlantique dura 27 heures, une durée qui comprenait une escale prévue aux Açores. Le jour suivant, l'avion entreprit le dernier segment de son voyage vers Marseille. Un mois plus tard, le 24 juin précisément, le Yankee Clipper transporta du courrier via la route de l'Atlantique Nord, faisant des escales intermédiaires au Canada, à Terre-Neuve et en Irlande avant d'atteindre directement la Grande-Bretagne. Le vol inaugural transportant des passagers eut lieu quelques jours plus tard, le 28 juin. Lors de cet événement, le Dixie Clipper transporta 22 passagers payants le long de l'itinéraire sud vers Lisbonne et Marseille. Parmi les personnes à bord figurait la célèbre aviatrice Clara Adams. Par la suite, le 8 juillet, le Yankee Clipper transporta 17 personnes sur sa route nord, vers Southampton. Ainsi commença l'époque du transport aérien régulier de passagers au-dessus de l'océan. Cependant, le privilège de traverser l'Atlantique par les airs n'était pas bon marché. Un billet aller simple coûtait 375 $, tandis qu'un aller-retour s'élevait à 675 $, soit l'équivalent d'environ 15 000 $ en monnaie contemporaine. Ces vols long courriers sur les hydravions Boeing 314 n'accueillaient pas plus de 35 personnes. Les vols au départ de Port Washington avaient lieu chaque semaine, spécifiquement le samedi matin, atteignant la Grande-Bretagne vers midi le dimanche. Le voyage de retour correspondant partait de Southampton chaque mercredi. Les services le long de la route sud vers Marseille étaient également effectués sur une base hebdomadaire. Entre chaque voyage, chaque avion subissait une inspection complète et une procédure de maintenance exhaustive. En septembre 1939, Pan American passe commande de 6 hydravions supplémentaires. Cette série de productions ultérieures intégrait des améliorations issues des expériences opérationnelles précédentes et fut officiellement nommé le modèle 314A. Ces nouveaux avions étaient équipés de moteurs Wright Twin Cyclone, générant une puissance de 1,600 chevaux. De plus, leur capacité de stockage de carburant fut augmentée à 6 200 gallons. En revanche, le modèle B-314 précédent pouvait contenir environ 5 100 gallons. Grâce à ces améliorations, l'hydravion était désormais capable de transporter 77 passagers. Le premier B-314A commença ses opérations de vol le 20 mars 1941. Au fil du temps, lors de l'entretien de routine, les 6 hydravions originaux furent également mis à niveau selon cette spécification améliorée. L'intention initiale était que tous ces nouveaux avions soient intégrés à la flotte de Pan American. Néanmoins, le gouvernement des États-Unis choisit de céder les 3 premiers avions à ses homologues britanniques. Par conséquent, la compagnie aérienne n'acquiert finalement que la moitié de sa commande initiale. Ceux-ci comprenaient les avions de ligne nommés Pacific Clipper, Anzac Clipper et Cape Town Clipper. Un point intéressant à noter est que pendant plusieurs mois en 1941, le Pacific Clipper, récemment introduit, et le vétéran California Clipper échangèrent leur désignation. Par la suite, cependant, leurs noms d'origine furent rétablis. Pan American prit livraison du dernier avion de ce modèle en janvier 1942. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale nécessita des modifications importantes aux routes de vol établies des Clippers. Compte tenu de la neutralité de l'Irlande et du Portugal, la route transatlantique nord a dû être raccourcie jusqu'à Foynes, une ville irlandaise, et la route sud jusqu'à Lisbonne. Cependant, dès le 7 octobre, tous les vols sur le corridor nord ont été entièrement suspendus. Néanmoins, ces hydravions n'étaient pas inactifs. En 1940, de nouvelles routes aériennes ont été établies, s'étendant jusqu'à Balama et le Brésil. Les voyages vers l'Amérique du Sud partaient de New York, Baltimore ou Miami. Les avions faisaient des escales intermédiaires aux Bermudes et à Trinité, leur destination finale étant les villes brésiliennes de Belém ou Natal. De là, les passagers pouvaient prendre un autre avion pour continuer plus au sud sur le continent. Parfois, le chemin vers le Brésil était assez complexe, d'abord à Lisbonne, puis en Afrique, plus précisément à Bathurst et Lagos, et seulement à partir de ce point, après avoir traversé l'Atlantique, les hydravions atteignaient Belém.
l'assaut japonais sur Pearl Harbor et l'entrée des États-Unis dans la guerre ont trouvé l'Anzac Clipper en vol en route de San Francisco vers Hawaï. Heureusement, l'hydravion a atterri avec succès à Hilo, la deuxième plus grande ville de l'archipel. Un autre avion, le Pacific Clipper, était déjà arrivé à Auckland, en Nouvelle-Zélande, à ce moment-là. Une décision a été prise en janvier 1942 de ramener l'avion aux États-Unis, non pas à travers le Pacifique, où les combats étaient déjà en cours, mais par un chemin alternatif et détourné. Ce long voyage, s'étendant sur 34 500 miles, a traversé l'Australie, l'Inde, l'Arabie, l'Afrique centrale et l'Amérique du Sud pour finalement se terminer sur la côte est des États-Unis, à New York. Peu après l'entrée en guerre de l'Amérique début 1942, tous les hydravions disponibles ont été réquisitionnés par les forces armées américaines. L'Anzac Clipper, l'American Clipper et le Cape Town Clipper ont été intégrés au commandement du transport de l'armée où ils ont reçu la désignation C-88. Les 5 autres avions de la série C ont été transférés à l'aviation navale. Bien que ces avions soient techniquement restés une partie de la flotte de Pan American et aient été pilotés par les pilotes de la compagnie, tous les vols étaient sous le commandement exclusif des militaires. Les hydravions ont conservé leur numéro d'immatriculation civile, mais leurs extérieurs ont été repeints dans un schéma de camouflage standard bleu-gris marine. Il est vite devenu évident que l'United States Army Air Corps manquait de capacité pour entretenir de si grands avions. Par conséquent, les 4 avions C-88 ont été transférés sous le contrôle opérationnel de la marine. Néanmoins, un développement contrasté s'est produit en 1942. Les hydravions nommés Honolulu Clipper, Yankee Clipper et Pacific Clipper, ainsi que l'Anzac Clipper, ont été rendus à la compagnie aérienne Pan American le 20 mai 1942. Pan American a ensuite rétabli ses services transatlantiques réguliers de New York à Foynes, en Irlande, avec des escales intermédiaires à Shediac et Botwood. Ces services aériens fonctionnaient bi-hebdomadairement. À l'occasion, Lough Erne, en Irlande du Nord, servait de destination finale, plutôt que Foynes. Pendant les hivers 1942 et 1943, la baie de Botwood étant gelée, les hydravions ont utilisé la route transatlantique sud, s'arrêtant aux Açores et à Lisbonne. Chaque hydravion Boeing B-314, qu'il soit resté avec la compagnie aérienne ou réaffecté au service militaire, a été exploité à sa capacité maximale pendant toute la période de guerre. Au cours de cette période, ces avions ont transporté plus de 84 000 personnes, incluant fréquemment de hauts responsables militaires et gouvernementaux, tels que le président américain Franklin Roosevelt. En janvier 1943, le président a effectué la majeure partie de son voyage à la conférence de Casablanca à bord du Dixie Clipper, où il devait rencontrer le premier ministre britannique Winston Churchill. Malgré le calendrier opérationnel exigeant et les dangers de la guerre, un seul avion a été perdu pendant tout le conflit. Le 22 février 1943, le Yankee Clipper a eu un accident lors de son atterrissage sur le fleuve Tage près de Lisbonne. 25 des 39 personnes à bord ont péri dans cet incident. De mai à juillet 1941, 3 avions, désignés comme des hydravions britanniques, ont été transférés à la compagnie aérienne BOAC. Ces avions ont reçu une nouvelle livrée de camouflage gris-vert et ont été officiellement enregistrés comme avions civils britanniques. Chacun a reçu un nom unique, Bristol, Berwick et Bangor. Leurs noms, dérivés de villes de Grande-Bretagne, du Canada et des États-Unis, ont été choisis pour représenter la solide alliance entre ces pays. Cela reflétait la convention de dénomination pour les modèles comparables exploités par Pan American. Les B-314 acquis par les Britanniques ont été largement utilisés. Leur déploiement initial s'est fait sur le corridor aérien reliant Foynes, Lisbonne, Bathurst et Lagos. À partir de décembre 1941 et jusqu'à la fin du conflit, ces hydravions ont traversé l'océan Atlantique. Pendant les mois d'été, leur trajectoire imitait celle des Clippers américains partant de Foynes, en Irlande, passant par les localités canadiennes de Shediac et Botwood pour finalement arriver à New York. Pendant la saison hivernale, un itinéraire différent était adopté. Les avions passaient par Lisbonne, Bathurst en Afrique, l'Amérique du Sud et les Bermudes pour finalement arriver à Baltimore. Les personnes voyageant à bord de ces B-314 britanniques comprenaient fréquemment des personnalités distinguées. Notamment, cela incluait le premier ministre de Grande-Bretagne, Winston Churchill, qui a effectué un voyage à bord de l'avion nommé Berwick. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la peinture protectrice a été retirée des hydravions, leur redonnant leur apparence métallique d'origine. Ces avions ont maintenu leur vol transatlantique jusqu'en février 1946. Par la suite, les avions ont été réaffectés pour opérer sur la route Bermudes-Baltimore, effectuant des vols 3 fois par semaine. Début 1948, les 3 B-314 britanniques avaient été rapatriés aux États-Unis par vente.
Immédiatement après la cessation de la Seconde Guerre mondiale, Pan American a subi la perte d'un autre de ses avions Clipper le soir du 3 novembre 1945. Le Honolulu Clipper est parti pour un service régulier d'Honolulu à San Francisco, transportant 26 passagers. Environ 5 heures après le décollage, le troisième moteur a cessé de fonctionner. Le capitaine Sanborn Robbins a choisi de retourner à Hawaï, modifiant le cap de l'avion pour un voyage de retour. Cependant, par la suite, le quatrième moteur a également commencé à mal fonctionner, le forçant à le désactiver aussi. L'avion fonctionnait alors uniquement avec 2 moteurs opérationnels. L'hydravion n'a pu descendre qu'à 23h07 heure locale, au milieu de l'obscurité totale. Robbins a habilement posé le Honolulu Clipper à la surface de l'océan, à 650 miles des îles hawaïennes. Heureusement, l'océan était relativement calme et personne à bord n'a subi de blessures. L'hydravion lui-même n'a subi que de légers dommages. Les navires les plus proches ont été dépêchés sur le lieu de l'amérissage, tandis que son navire jumeau, le California Clipper, également en route pour San Francisco, est resté en l'air, survolant la zone pour attendre l'arrivée du personnel de sauvetage. Le pétrolier Inglewood Hills est arrivé le premier sur le site de l'incident le matin du 4 novembre, récupérant les passagers. L'équipage est resté à bord de l'avion, attendant l'arrivée du porte-avions d'escorte Manila Bay, dont l'officier commandant supervisait l'ensemble de l'opération de sauvetage. À l'arrivée du porte-avions sur le site, le personnel a été évacué. Les mécaniciens d'avion du Manila Bay ont tenté de réparer le Honolulu Clipper alors qu'il était encore à flot, mais ils n'ont pas réussi. Par conséquent, le porte-avions a commencé à remorquer l'hydravion. Cependant, à 19h30 le 5 novembre, la ligne de remorquage s'est rompue en raison de l'obscurité et des fortes houles océaniques. Ils n'ont pas pu rétablir une connexion de remorquage, alors le porte-avions a simplement dérivé parallèlement à l'avion. Le 6 novembre, le Honolulu Clipper a été transféré sous la garde du transport d'hydravions San Pablo. Par la suite, le Manila Bay s'est dirigé vers Pearl Harbor, transportant le personnel du Clipper. Le transport a tenté de rétablir un remorquage pour l'avion, mais le 7 novembre, au cours de cet effort, le San Pablo a heurté l'hydravion, lui infligeant des dommages substantiels. Cela a scellé la fin ultime du Honolulu Clipper. Bien qu'il soit resté à flot, le 14 novembre, il a été soumis au tir des armes antiaériennes du transport, ce qui a entraîné son naufrage. Néanmoins, l'ère des hydravions chez Pan American approchait de sa fin. Quoi qu'il en soit, la compagnie aérienne a choisi de les désaffecter, les remplaçant sur les routes intercontinentales par des avions de ligne Douglas DC-4 basés à terre. Le dernier vol du Clipper à travers l'Atlantique a eu lieu en janvier 1946, après quoi tous les B-314 survivants ont été proposés à l'acquisition. Au total, pendant leur mandat chez Pan American, les hydravions Boeing ont effectué environ 5000 traversées des océans Pacifique et Atlantique, chaque avion accumulant en moyenne 18 000 heures de vol. En août 1946, Universal Airlines a acheté 2 hydravions, l'Atlantic Clipper et le Pacific Clipper. Cependant, le Pacific Clipper a été gravement endommagé au milieu d'une tempête en novembre de la même année, avant son transfert officiel à la compagnie aérienne. Par conséquent, il a été démantelé pour ses composants. Inversement, l'Atlantic Clipper transportait passagers et fret sur des services charter reliant New York, Miami et San Juan jusqu'à son démantèlement en 1950. Par la suite, American International Airways, un autre opérateur charter, acquit 2 autres Clippers, l'Anzac Clipper et le Cape Town Clipper. Le Cape Town Clipper fut rebaptisé Bermuda Sky Queen, et il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne connaisse un destin similaire à celui du malheureux Honolulu Clipper. Le 14 octobre 1947, le Bermuda Sky Queen quitta Foynes, à destination de New York avec une escale prévue à Gander. À bord de l'hydravion se trouvaient 62 passagers et 7 membres d'équipage. Le commandant de bord était Charles Martin, âgé de 26 ans. Son expérience de vol totale s'élevait à 2000 heures, mais son temps spécifiquement sur le modèle B314 n'était que de 162 heures. Le temps de vol du copilote sur le Clipper était encore plus limité, à seulement 102 heures. L'appareil transportait une charge excessive et un vent de face continu a entravé leur route. L'équipage de vol possédait une expertise insuffisante pour gérer de telles conditions difficiles et des défauts systématiques étaient également présents dans la planification du vol. En conséquence, l'appareil étant positionné au milieu de l'Atlantique, les calculs de carburant ont révélé une quantité insuffisante pour atteindre Terre-Neuve ou retourner en Irlande. Le capitaine a choisi de se diriger vers la station océanique Charlie.
Cet endroit comprenait une zone carrée de 10 000 située approximativement à mi-chemin de l'océan, où un navire d'observation météorologique maintenait une présence continue 24 heures sur 24. Le pilote avait l'intention d'établir un contact radio avec ce navire météorologique, plus précisément le cotre des gardes-côtes des États-Unis, le George M. Bibb, et d'effectuer un amérissage d'urgence juste à côté. L'équipage du cotre des gardes-côtes détecta le Bermuda Sky Queen au radar alors qu'il passait au-dessus, puis fit demi-tour. Par la suite, l'équipage de l'hydravion établit la communication. Malgré des vents forts et d'importantes houles, le capitaine Martin réussit à faire amérir le grand hydravion près du navire. Après son amérissage, le cotre tenta de prendre l'appareil en remorque, mais l'opération ne se déroula pas comme prévu. Le George M. Bibb dériva vers l'hydravion, causant d'importants dommages à son nez et à ses ailes. Les conditions météorologiques se détérioraient rapidement, nécessitant l'évacuation des passagers et de l'équipage par de petites embarcations. Une violente tempête éclata. Le navire subit des roulis de 30 à 35 degrés, prolongeant ainsi les efforts de sauvetage pendant près de 24 heures. Dans de telles conditions, remorquer le Bermuda Sky Queen était totalement irréalisable. L'hydravion dut être sabordé par des tirs du cotre, et suite à cela, le navire transporta les survivants à Boston. Le service de Lanza Clipper auprès d'American International Airways fut bref. En 1948, il avait été vendu à World Airways, qui devint par la suite le principal opérateur d'hydravion Boeing B-314. Pendant la période d'après-guerre, leur flotte, outre l'Anzac Clipper, comprenait le California Clipper, le Dixie Clipper et l'American Clipper. De plus, en 1948, World Airways acquitte 3 B-314 ex-britanniques en rétablissant leurs identifiants d'immatriculation initiaux. Ces hydravions n'opéraient plus sur des routes régulières. Au lieu de cela, ils effectuaient exclusivement des services passagers non réguliers depuis New York le long de la côte atlantique américaine et vers Porto Rico et d'autres îles des Caraïbes. World Airways continua d'exploiter ces appareils jusqu'en 1950, date à laquelle ils furent finalement retirés du service et envoyés au démantèlement. L'Anzac Clipper, le dernier Clipper restant, fut revendu en 1951. Cependant, avant la fin de cette année-là, il avait été démantelé pour la ferraille à Baltimore.